Sanction immédiate, c'est la première interview 100% en direct sur Internet avec Patrick Artus aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef économiste de Natixis et vous avez coécrit ce livre que je montre, L'euro. Par ici, la sortie avec un point d'interrogation. Qui est important. Le point d'interrogation est important. Vous l'avez coécrit avec Marie-Paul Virard, qui est journaliste. C'est important ce point d'interrogation parce qu'on pourrait croire que vous êtes pour la sortie de l'euro. Hein. Non, ce qui n'est pas le cas. On est pour une position qui est beaucoup plus compliquée, qui est de dire, il y a plein de problèmes structurels qui font que la zone euro ne marche pas. On va peut-être y revenir. Mais deux, le coût de la sortie est tellement gigantesque qu'en réalité, aucun gouvernement, un tant soit peu responsable, ne sortira. Donc, il est même impossible à chiffrer ce coût d'ailleurs. On peut le chiffrer, mais enfin il est colossal. Il est colossal, c'est-à-dire qu'aucun des avantages de la sortie ne pèse par rapport au coût gigantesque de la sortie. On expliquera peut-être tout ça dans une minute. Donc le problème de l'euro, c'est ça marche pas, deux, on peut pas sortir, qui est un piège assez sauvage. On peut pas en sortir, mais on n'a pas trouvé mieux en fait. On peut pas, je crois que le problème fondamental, c'est qu'aujourd'hui, on comprend à peu près ce qu'il faudrait avoir en même temps que la monnaie unique pour que la zone euro marche. Donc finalement, il y a un consensus assez grand, je crois, chez les économistes ou chez les hommes politiques raisonnables, pour dire qu'il y a trois choses qui ne marchent pas aujourd'hui dans la zone euro. La première, c'est qu'il n'y a pas de mobilité du capital entre les pays. Donc quand les Allemands ont trop d'épargne, ils ne prêtent pas cette épargne aux autres pays de la zone euro pour qu'ils investissent. Or, quand on fabrique une union monétaire, c'est bien pour arriver à cela. Une union monétaire, ça sert, puisqu'il n'y a plus de risque de change, à ce que l'épargne circule. Donc on va pouvoir prendre l'épargne des Allemands qui en ont trop pour l'investir au Portugal, pour développer le Portugal. Le jour où les Allemands refusent de prêter leur épargne au Portugal, ça ne sert plus à rien d'avoir une union monétaire. Et on n'a plus que les inconvénients qui sont qu'on a les mêmes taux d'intérêt, les mêmes taux de change, alors qu'on a des économies différentes. Donc plus de mobilité des capitaux, donc plus d'intérêt en fait à la zone euro. Deux, les ajustements sont des ajustements dépressifs. Quand un pays a un déficit extérieur, il doit le faire disparaître, l'Espagne, le Portugal. On l'a vu avec l'Espagne, oui. Et quand un pays a un excédent extérieur comme l'Allemagne, il le garde. Quand un pays a un déficit budgétaire, il doit le faire disparaître. Quand un pays a un excédent budgétaire, il le garde. Donc ce sont les pays en difficulté qui s'ajustent et ils ne sont pas aidés par les pays qui vont bien. Donc les ajustements sont uniquement dépressifs. La seule chose qu'on sait faire, c'est baisser la demande, baisser les salaires, baisser les déficits. Et ce n'est pas compensé par une expansion parallèle dans les pays qui vont bien. C'est tout le débat sur l'excès d'épargne des Allemands, les excédents publics allemands. Et puis troisième chose qui ne va pas bien, les unions monétaires, on le sait depuis très longtemps, fabriquent de l'hétérogénéité. Parce que les régions se spécialisent. Regardez partout, les États-Unis, l'Allemagne. Et donc, vous avez des régions... C'est pas forcément mauvais, ça. Économiquement, c'est bon. Ça n'a aucun sens de faire des voitures dans tous les pays. Il faut fabriquer des voitures, là, on est doué pour faire des voitures. Simplement, ça fabrique des pays pauvres, qui vont spécialiser dans le tourisme de masse, l'agroalimentaire, etc. Le Portugal, par exemple, ou la Grèce. Et puis des pays riches, l'Autriche, l'Allemagne, etc. Et ceci n'est acceptable que s'il y a un système redistributif. Comme on l'a en Allemagne, comme on l'a en Suisse, comme on l'a aux États-Unis. Or, nous n'avons aucun système. C'est-à-dire que les redistributifs, les pays riches ne donnent très peu, le budget européen est ridiculement petit, aux pays pauvres. Donc ces trois choses-là ne marchent pas. Donc on peut conclure que pour des raisons graves et lourdes, la zone euro ne marche pas. Donc d'une façon générale, cet euro qui devait nous apporter encore plus de prospérité à l'échelle européenne, c'est un échec ? Je crois qu'il y avait... oui, aujourd'hui c'est un échec. Et à nouveau, il y avait une erreur d'analyse de la part des fondateurs qui ont cru que parce qu'on aurait la même monnaie, on allait avoir la convergence vers la situation des pays qui allaient le mieux. Donc on serait tous allemands. C'est pas du tout ça. C'est une erreur de conception très grave. Au contraire, c'est l'inverse. Donc ils se sont simplement trompés. Ou alors ils nous ont menti. Ils n'ont pas fait assez de bonne économie. Et donc on sait aujourd'hui, et je crois qu'aujourd'hui tout le monde comprend, que si on veut avoir une monnaie unique, il faut des ajustements symétriques, on le disait, donc il faut aussi que les pays qui vont bien contribuent aux ajustements. Deux, il faut une dose de fédéralisme comme aux États-Unis, pour que les pays pauvres reçoivent de l'argent des pays riches. Vous savez qu'aux États-Unis, si un État perd $1 de revenus, le système fédéral lui rend 50 cents. C'est le système fédéral. 50 cents. Et on verra que ça fait partie des solutions. La BCE, vous dites aussi, a fait sa politique d'assouplissement monétaire beaucoup trop tard. Oui, alors ça... Elle réagit toujours avec retard. C'est vrai, mais d'un autre côté, par rapport à l'économie, oui. Les grands problèmes économiques, ils étaient en 2011, 2012. Il aurait fallu faire le quantitative easing à cette date.
Aujourd'hui, quand même, il faut remarquer que personne ne sait ce qui se passerait si on arrêtait cette politique. Hein. Pour vos auditeurs, la BCE, ce qui s'appelle le quantitative easing, achète les dettes publiques de tous les pays, ce qui évite que les taux d'intérêt divergent. Ils divergent un peu, mais très peu. Si on arrêtait ça, c'est-à-dire si la BCE arrête d'acheter des dettes publiques de l'Espagne, de la France, de l'Italie, etc., du Portugal, que se passe-t-il? Probablement, les taux d'intérêt dans ces pays monteraient énormément et on aurait encore plus de problèmes de ces pays. Donc la BCE évite le pire. Simplement, on ne peut pas se reposer sur la politique monétaire jusqu'à la fin des temps pour éviter le pire. Évidemment, on peut pas, cette politique ne pourra pas être continuée beaucoup d'années. Donc à un certain moment, la BCE va devoir arrêter. Et le truc dramatique, c'est qu'au moment où la BCE va arrêter, nous n'aurons pas réparé ce dont on vient de parler, l'absence de fédéralisme, l'absence de mobilité des capitaux, etc. Donc le moment où la BCE sortira de cette politique monétaire ultra-expansionniste, ça va être un test incroyable de la résistance de l'euro et on peut être légitimement très inquiet. Quoi. Vous dénoncez aussi le dogmatisme budgétaire au sein de l'Union européenne. C'est mon point d'avance sur la symétrie des ajustements. Quand les Français ont 4% du PIB de déficit public, c'est trop. Il faudrait qu'on soit à 2. Simplement, quand les Allemands ont un excédent, c'est pas bien non plus. Et donc, il faudrait qu'on ait des ajustements symétriques où les Français vont réduire leur déficit, mais les Allemands vont faire une politique plus expansionniste. Aujourd'hui, ce qui est demandé et ce qui est écrit dans les règles, c'est que les Français réduisent leur déficit, mais les Allemands gardent leur excédent. Donc c'est mon point d'avant pour dire que tous nos ajustements ont été conçus de manière à ce qu'ils soient récessifs, en fait. Et donc il faut sortir de la logique de l'ajustement récessif. C'est-à-dire que quand un pays fait un ajustement récessif, il faut qu'il y ait un autre pays qui fasse un ajustement expansionniste en même temps. On en revient au titre de votre livre, Par ici la sortie. Il faut en sortir de l'euro ou... alors à nouveau, parce que Marine Le Pen, par exemple, prône ça, c'est vraiment l'axe central de son On ne sait pas programme. exactement, honnêtement, parce que les propositions varient d'un jour à l'autre. Vous pensez qu'elle a changé d'avis là-dessus? Il y a un argument que tout le monde commence à comprendre, mais qui n'était pas très bien connu il y a quelques mois, qui est l'argument sur les dettes en euros. Depuis 20 ans... Elle dit c'est pas grave, on transforme les euros en une nouvelle monnaie nationale. Ce n'est pas vrai. Ça ne change rien. Non, si vous transformez l'euro en une nouvelle monnaie qui a le même taux de change de façon irrévocable que l'euro, ça peut se négocier. Comme on l'a négocié dans l'autre sens. En 1999, nos dettes en France sont devenues des dettes en euros. Mais le problème, c'est pas ça. Si vous sortez de l'euro et que vous recréez le franc va s'effondrer par rapport à l'euro. Et donc, si vous transformez des dettes en euros en dettes en francs, vous allez en fait faire défaut sur vos dettes. C'est-à-dire vos dettes vaudront beaucoup, beaucoup moins. Et ça, ce n'est pas possible. C'est incompatible avec les règles de l'endettement international. Et vous pouvez consulter toutes les agences de rating qui vous disent toutes la même chose. Un pays, c'est peut-être pas très très grave, mais une entreprise française qui a des dettes en euros, et qui a ses revenus en francs, pourrait plus rembourser ses dettes qui resteraient en euros. Ou alors, si elle transforme ses dettes en francs, pour les prêteurs, elle sera en défaut. Toutes ses dettes seront exigibles. On pourra saisir ses biens dans le reste du monde. Peut-être que Marine Le Pen considère que la dette, on n'a pas à la rembourser. Oui, mais ça, si elle veut. Mais les Argentins aussi. Une dette, finalement, ça ne se rembourse jamais, qu'on paie les intérêts. Non, mais les intérêts... On fait défaut quand on n'arrive pas à rembourser les intérêts. Les intérêts aussi sont en euros. Ouais. Donc si vous sortez de l'euro, que vous êtes en francs, que le franc se dévalue de 50%... Même là-dessus, on ne pourrait pas payer. Vous devrez payer le double en francs. Et donc les intérêts doubleront. Donc il y a plein de gens qui ne pourront pas payer le double et qui feront défaut. Non, c'est un chaos absolu. Ça aiderait les exportations quand même, une dévaluation forcée comme ça. Oui, mais alors il y a 25 ans, quand nous avons fait disparaître le système monétaire européen, qui était le premier essai jusqu'au début des années 90 d'avoir des taux de change fixes, quand les Espagnols et les Italiens ont dévalué par rapport aux marques allemandes, il n'y avait pas de dette extérieure. À cette époque-là, il n'y avait pas de finance internationale. Donc le seul effet qu'on a eu à l'époque, c'est qu'ils se sont mis à exporter plus. Un effet bénéfique pour l'Espagne et l'Italie. Leur monnaie n'était plus surévaluée. Mais aujourd'hui, vous avez ce problème de dette. Nous avons accumulé des dettes considérables, puisque justement, nous avons la même monnaie. Donc, avant la crise, l'argent circulait. Aujourd'hui, il ne circule plus, on le disait avant. Et ces dettes considérables, c'est un coût monstrueux si vous sortez. Donc, je crois que la réalité consiste à dire, il faut comprendre cette réalité. Il y a des problèmes majeurs de fonctionnement de l'euro. Il va falloir les réparer. On peut espérer qu'après les élections allemandes, on sera dans un terrain qui permettra de négocier justement avec l'Allemagne quelque chose de plus balancé, où l'Allemagne contribuera à aider à réparer ses problèmes.
À nouveau, il faut créer un budget européen qui grandira progressivement. Il faut que les dettes publiques soient mises en commun d'une certaine façon. En tout cas, que la zone euro... C'est ça le fédéralisme que vous appelez de vos voeux? Le fédéralisme, c'est que vous avez un mécanisme qui fait que quand un pays va mal, il profite d'un budget commun. Si vous avez un État des États-Unis qui va mal, les fonctionnaires de cet État sont toujours payés par le budget fédéral, qui est alimenté par toutes les régions, y compris celles qui vont bien. Donc il faut commencer à construire un budget fédéral sur des fonctions simples et qui parlent aux Européens. Il faut dire aux Européens, à partir de maintenant, ceci, alors il y a plein de propositions qui circulent, par exemple l'indemnisation du chômage, ceci est fait par un budget de l'Europe. Il y a des candidats, parmi les candidats à l'élection présidentielle française, qui seraient favorables à ça, qui pourraient faire en sorte qu'on arrive à ça? Alors je crois qu'il y a beaucoup de promouvoir auprès des Allemands. Il y a beaucoup de candidats qui disent on va les taper du poing sur la table à Berlin, on sait que ça ne marchera pas, et donc il faut une approche équilibrée. Donc il faut dire aux Allemands, nous allons faire notre part du travail, on n'est pas irréprochable, on ne respecte pas nos engagements budgétaires, on n'a pas réformé le marché du travail, etc. On n'a pas assez de concurrence, donc nous allons respecter notre part du travail, mais vous en échange, vous allez relancer l'économie européenne, utilisez vos excès. L'Allemagne a 10 points de PIB d'excédent extérieur qu'elle ne prête pas aux autres Européens, qu'elle prête au reste du monde. Donc elle fabrique la croissance du reste du monde et pas la croissance de l'Europe. C'est pas acceptable non plus. Donc il faut faire un deal avec l'Allemagne. Je pense que ce deal est possible quand les deux pays auront fait leurs élections. Nous respectons des engagements sérieux et nous vous traitons pas comme nous avons traité. Les Français prennent des engagements avec les Allemands, on ne les respecte pas. Du point de vue d'un Allemand, on ne peut pas faire pire de ne pas respecter un engagement. Et bien vous, les Allemands, vous devez relancer l'économie européenne, donc utilisez vos excédents pour relancer l'Europe. Ce deal-là, il est faisable. Il est faisable entre Même si culturellement, pour eux, c'est très difficile. Ils l'ont toujours refusé? Non, pas vraiment. Ils finissent par accepter des choses qu'ils refusaient par le passé. Écoutez, Schulz, par exemple, a dit des choses extrêmement voisines de ça, en disant que les Allemands ne peuvent pas unilatéralement décider de faire des déficits publics pour aider les Européens. Mais en échange de politiques raisonnables chez les autres, et pour financer des investissements intelligents chez les autres, regardez le plan Juncker. Le plan Juncker, c'est une invention formidable. C'est l'Arlésienne, ça? Non, pas du tout. 130 milliards d'euros d'investissement à ce jour. Alors on peut dire que ça devrait être beaucoup plus, mais c'est déjà 130 milliards. Ça a déjà été investi? Bien entendu, je peux vous donner une liste incroyable de trucs qui ont été financés. Par exemple? Des centrales solaires, des canaux, des voies ferrées, des usines de traitement des ordures. C'est incroyable. Ce sont des investissements utiles. Oui, et qui sont... avec une bonne gouvernance. C'est-à-dire que cet argent, c'est l'épargne des Allemands, parce que c'est de l'argent qui est emprunté par la Banque européenne d'investissement, donc on prend l'épargne des Allemands. Il y a une sélection de projets sérieuses et indépendantes des gouvernements qui financent des projets, dont d'ailleurs plus de la moitié sont des projets d'entreprise, et pas des projets de collectivités locales, qui sont sérieux et intelligents dans les énergies renouvelables, dans le transport, dans la fibre, dans ce genre de choses. Donc c'est un début de solution. Ça, c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est je prends l'épargne des Allemands qui en ont trop et je fais des investissements intelligents dans le reste de l'Europe. Donc il faut le faire sur une beaucoup plus grande échelle. Donc au final, on peut sauver l'euro? Oui, bien sûr, on peut sauver l'euro entre personnes de bonne volonté qui acceptent des compromis équilibrés. Parfait. Merci beaucoup Patrick Artus d'avoir été avec nous. Chef économiste chez Natixis et de Natixis. Et on rappelle donc ce livre que vous avez coécrit avec Marie-Paule Virard. Euro, par ici, la sortie. À très bientôt. Merci.